Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation au webinaire Mines et Environnement organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule « Influence des changements climatiques sur la performance d'une couverture avec effet de barrière capillaire ». Je me présente, Stéphanie Duchesne, directrice du service des communications et du recrutement à l'UQAT, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre quelques points d'information. Aujourd'hui, c'est l'agente de recherche à l'Unité de recherche et de services en technologie minérale, URSTM UQAT, et récipiendaire du prix du meilleur article étudiant UQAT Polytechnique sur la restauration minière pour l'année 2020, Mme Gwendoline Auton, qui agira à titre de conférencière. À noter que cette présentation est enregistrée et sera disponible par la suite sur le site Web des webinaires. L'ensemble des présentations est également disponible à cet endroit. Ce 14e webinaire clôture donc la série de webinaires Mines et Environnement basés sur le livre dont les chapitres font l'objet des différentes présentations. Ainsi, depuis janvier 2021, vous avez été plus de 1300 personnes du Québec, du Canada et à l'échelle internationale à avoir assisté en direct aux conférences. À ce nombre s'ajoutent également les visionnements à partir de la chaîne YouTube. Nous vous remercions de votre participation. Nous avons également le plaisir de vous informer qu'un nouveau projet avec les webinaires en mines et en environnement est en développement actuellement. Donc, tous les détails seront diffusés au début de l'automne. Lors du webinaire d'aujourd'hui, la communication est possible via les outils Converser et questions-réponses qui sont situés en bas de votre écran. À noter qu'une période de questions d'environ 10 minutes aura lieu à la fin avec Mme Auton. Donc, avant de céder la parole à notre conférencière, j'invite le professeur titulaire de la chaire industrielle CRSNG UQAT sur la restauration des sites miniers et directeur scientifique de l'IRMA UQAT, M. Bruno Bussière, qui est également coéditeur du livre dont les chapitres font l'objet des différents webinaires Mines et Environnement, à faire le mot d'introduction. Merci Stéphanie. Bonjour et bienvenue à tous à ce 14e webinaire Mines et Environnement. Aujourd'hui, ma tâche, c'est d'un peu d'introduire le livre qui est à la base du développement de ce projet des webinaires et également d'introduire le webinaire d'aujourd'hui. Donc, première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a écrit ce livre et pour qui? Bien, ce livre, on l'a écrit parce que les connaissances qui étaient disponibles sur la restauration des sites miniers, qui est une science jeune, là, qui date des années 80, étaient mûres pour être actualisées et rassemblées dans un seul ouvrage. On a écrit ce livre-là pour qui? Bien, principalement pour deux clientèles cibles, soit nos étudiants de 2e et 3e cycle et les ingénieurs et professionnels dans le domaine de la géo-environnement qui sont responsables de la restauration des sites miniers. Qui a écrit ce livre-là? Par qui? Ce livre a été rédigé par une dizaine de professeurs et chercheurs de l'UQAT et de Polytechnique Montréal. Ces auteurs ont pris une approche interdisciplinaire et intégrée et pour présenter le contenu là, dans le domaine de la restauration des sites miniers. Nous, ce qu'on voulait également, c'était rendre ça accessible pour le plus grand nombre de personnes possible. Et on s'est dit qu'une façon de rendre le contenu du livre disponible, c'était de créer des webinaires. Donc, les webinaires, on les a créés pour transférer les connaissances qui sont contenues dans le livre, mais en français, puisque le livre est écrit en anglais, ce qui nous permet d'élargir notre public cible. Nos webinaires, ils conjuguent des connaissances fondamentales et pratiques et présentent les dernières avancées scientifiques là, dans le domaine. Jusqu'à présent, il y a 13 webinaires qui ont été réalisés et leurs enregistrements peuvent être visionnés là, sur le site des webinaires que vous avez l'adresse au bas à l'écran. Et si vous avez manqué un de ces webinaires-là, vous pouvez aller sur le site, cliquer sur visionner le webinaire et vous allez pouvoir avoir accès au contenu des webinaires. Une question qu'on peut se poser, c'est que faisons-nous avec les redevances du livre? Parce qu'évidemment, quand on écrit un livre, une certaine portion des revenus qui sont générés reviennent aux auteurs. Je dis bien une portion et non pas l'entièreté. Ce qu'on a décidé de faire, les 10 auteurs, c'est de prendre
les revenus des redevances et de l'investir dans un prix annuel de 1 000 $ qui vise à souligner le meilleur article étudiant dans les domaines touchés par le livre, soit la restauration des sites miniers. Aujourd'hui, c'est la première gagnante du prix, Gwendoline Otton, qui va nous présenter le contenu de l'article gagnant. L'article vous présente la première page à droite. C'est un article qui porte sur l'influence des changements climatiques, sur la performance à long terme des couvertures avec effet de barrière capillaire. Cet article-là avait été publié dans une revue reconnue internationalement du nom de Hydrogeology Journal. Mais avant de lui laisser la parole, je vais vous présenter brièvement Gwendoline. Donc, Gwendoline est agente de recherche ici à l'UQAT, à l'URSTM, soit l'unité de recherche et de services en technologie minérale. Gwendoline a été d'abord formée à Lille. Elle a une licence en sciences de la vie, de la terre et de l'environnement. Elle a ensuite poursuivi ses études à l'Université d'Orléans, où elle a fait un master en exploration et géomatique des ressources minérales. Et elle a entrepris au Québec une maîtrise en génie minéral qu'elle a terminée en 2019 ici à l'UQAT. Ses expertises ses champs de spécialisation, c'est le suivi environnemental des sites restaurés ou en cours de restauration, notamment en termes de caractérisation des rejets miniers, du suivi hydrogéologique et l'évaluation de l'influence des changements climatiques sur la performance à long terme des recouvrements. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Gwendoline qui va vous présenter son webinaire. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous, merci Bruno, merci Stéphanie pour l'introduction. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les résultats des travaux liés à l'article sur l'influence des changements climatiques sur la performance d'une couverture avec effet de barrière capillaire. Donc, ma présentation suivra le plan suivant. Donc, tout d'abord une introduction, ensuite la méthodologie. Je vous présenterai donc le site Lorraine, pourquoi on a choisi ce site et la configuration du recouvrement. Je vous présenterai ensuite la méthodologie suivie pour la simulation numérique, la méthodologie suivie pour le choix des données climatiques et ensuite je vous présenterai les résultats, donc la validation du modèle numérique avec le climat historique, puis les simulations, d'une part avec les scénarios de changement climatique et d'autre part avec des conditions extrêmes de sécheresse. Je terminerai par des conclusions et recommandations. Donc, comme vient de le présenter Bruno, l'article a été publié dans la revue Hydrogeology Journal. Puis, je tiens à remercier mes co-auteurs Bruno Bussière, Thomas Pabst, Émilie Bresson et Philippe Roy, sans qui la qualité de l'article n'aurait pas été aussi bonne, c'est sûr. Donc, le sujet traite du drainage mini-acide, des couvertures avec effet de barrière capillaire, puis de l'évolution à long terme de la performance de la restauration. Il y a des webinaires qui sont disponibles autour de ce sujet, donc je vous invite à aller visionner si ce n'est déjà fait. Pour vous remettre rapidement dans le contexte, donc le drainage minier-acide, ça se produit, c'est un événement qui se produit quand des résidus miniers riches en sulfure sont en contact de présence d'eau et d'oxygène. Donc l'oxydation de ces sulfures produit des eaux contaminées avec un pH acide et des concentrations élevées en métaux et en sulfate. Il y a différentes méthodes de prévention et de contrôle qui existent donc pour contrôler la génération du DMA. Donc on peut soit exclure l'eau, exclure l'oxygène ou exclure les sulfures. En climat humide, l'une des méthodes les plus efficaces, c'est l'exclusion de l'oxygène et il existe pour cela différents types de recouvrement qui ont également fait l'objet de webinaires, donc le recouvrement en eau, le recouvrement avec nappe phréatique surélevée et les CEBC dont on va parler aujourd'hui. Donc pour vous rappeler le concept des CEBC, donc des couvertures avec effet de barrière capillaire, c'est donc un recouvrement multicouche. On voit un exemple à gauche où on a les résidus réactifs avec un recouvrement ici composé de 3 couches. Puis les CEBC, leur fonctionnement est basé sur les effets de barrière capillaire. Cet effet de barrière capillaire, il est créé lorsqu'un matériau fin, donc ici le silt ici, repose sur un matériau grossier, donc ici ça pourrait être le sable, et que la nappe phréatique se situe donc sous le recouvrement, donc en conditions dites non saturées. Ces effets de barrière capillaire, ils peuvent être décrits avec les propriétés hydrogéologiques des matériaux, donc la courbe de rétention d'eau en premier,
qui relie la teneur en eau volumique avec la succion. Donc la succion, ça représente une pression négative d'air qui est créée lorsque la nappe phréatique est située sous les matériaux. Donc ça vient comme créer une pression. Et donc la courbe de rétention d'eau, elle indique la capacité des matériaux à retenir l'eau. Donc par exemple pour le silt ici, on voit qu'il faut appliquer une succion plus importante pour commencer à désaturer le matériel. Donc le silt y retient davantage l'eau que le sable. La fonction de perméabilité, quant à elle, elle relie la conductivité hydraulique saturée avec la succion. Et ça indique la capacité des matériaux à conduire l'eau. Donc par exemple pour le sable, on voit qu'il faut appliquer quand on applique une succion, donc quand la nappe phréatique est située sous le recouvrement, le sable va se désaturer plus rapidement que le silt. En effet, les pores du sable sont plus grossiers, donc l'eau va s'écouler rapidement. Les pores vont se remplir d'air, puisqu'il va empêcher l'eau qui serait contenue dans le silt de s'écouler verticalement. Donc c'est vraiment à la limite entre le matériau grossier et le matériau fin que se créent les effets de barrière capillaire. Donc on a une couche de rétention d'eau et une couche de bris capillaire. Donc les objectifs d'une CEBC, c'est donc de réduire le flux d'oxygène vers les résidus miniers réactifs. Je vous présente ici une autre configuration avec plusieurs couches de recouvrement. Donc le recouvrement ici, on essaye en fait de maintenir saturé en tout temps la couche de rétention d'eau ici, avec un degré supérieur à 85%. Ça, c'est le critère cible qu'on se fixe pour évaluer la performance d'une CEBC. Il existe différents paramètres qui peuvent influencer la performance des CEBC. Donc, je vous ai indiqué ici les références associées à ces travaux. Donc, il y a le type de matériau qui peut influencer la performance des CEBC. En effet, si le contraste entre les matériaux fins et matériaux grossiers ne sont pas suffisamment bons, la performance de la CEBC peut être altérée. Il y a également l'effet de pente. Bussière et Al, en 2003, ont démontré qu'en haute pente, la désaturation pouvait être plus importante qu'en bas d'une pente. Il y a également la végétation et la bio-intrusion qui peuvent venir affecter donc, la performance des CEBC en créant des pores qui vont venir favoriser l'écoulement de l'eau ou de l'oxygène, par exemple. Puis il y a également le climat. Donc, il y a des travaux qui portent sur les effets des cycles de gel-dégel qui peuvent venir dénaturer donc, les matériaux et la performance du recouvrement, et également les changements climatiques. Donc, les impacts potentiels des changements climatiques pour les CEBC, il y en a de deux types. Il y en a qui sont positifs. Par exemple, l'augmentation des précipitations peut avoir un effet positif potentiel sur le degré de saturation du recouvrement et donc favoriser une bonne performance du recouvrement. Par contre, les conditions critiques pour les CEBC sont liées aux sécheresses. Des sécheresses plus intenses, plus longues, pourraient venir désaturer donc, la couche de rétention en eau, puis augmenter le flux d'oxygène vers les rejets réactifs et générer ainsi du drainage minier acide. Donc, les objectifs des travaux de l'article consistaient à évaluer l'impact des changements climatiques sur la capacité du recouvrement du site Lorraine, donc qui est une CEBC, à contrôler le drainage minier acide. On avait comme objectif spécifique de calibrer et de valider un modèle numérique représentatif du comportement hydrogéologique de la CEBC, d'évaluer numériquement l'influence de l'évolution des conditions climatiques jusqu'en 2100, puis d'évaluer également l'influence d'événements de sécheresse extrême. Je vais vous présenter maintenant le site Lorraine et la configuration de la CEBC. Donc, le site Lorraine se situe au Témiscamingue, à 45 km à peu près à l'est de la ville de Ville-Marie. C'est une ancienne mine qui a été exploitée entre 1964 et 1968 pour des métaux comme le cuivre, le nickel, l'or et l'argent. Les principaux minéraux qu'on retrouvait dans la zone minéralisée étaient de la chalcopyrite, de la pentlandite, de la pyrrhotite et de la pyrite. Et à la fin de l'exploitation de la mine, 600 000 tonnes de résidus avaient été générés, puis ils ont été déposés dans une vallée de faible profondeur sur une surface d'environ 15,5 hectares. Le contexte hydrogéologique du site fait en sorte que les résidus sont saturés au nord du site, ils sont submergés, il y a de l'eau libre en surface, tandis qu'au sud du site, les résidus sont désaturés, la nappe phréatique est plus profonde.
Donc, quand le ministère a récupéré, donc c'est le MERN qui a récupéré le site en 1997, on peut voir ici sur la figure de gauche que les résidus avaient donc été laissés sans aucune considération environnementale pendant plus de 30 ans. Donc, l'oxydation était vraiment engagée. Il y avait il y avait de la génération de drainage mini-acide. Donc, il y a des scénarios de restauration qui ont été étudiés. Puis, c'est la CEBC donc, qui a été construite en 1999. On voit ici au milieu une figure après la construction. La CEBC, donc, à Lorraine, elle est constituée donc d'une couverture de sable de 30 cm, d'une épaisseur de 50 cm de silt et d'une épaisseur en surface de 30 cm de sable et gravier. Je m'excuse. Pendant la construction de la CEBC, le recouvrement a été instrumenté. Donc, on peut avoir des données de teneur en eau et de succion. On voit ici la position des sondes dans le recouvrement. Je vous montre ici aussi une photo en 2017 où on voit la végétation qui commence à coloniser le recouvrement. Donc, on a choisi ce site qui avait été donc instrumenté en 1999 et les données étaient disponibles jusqu'en 2011-2012 parce que justement on a beaucoup de données qui pouvaient nous servir pour la modélisation. Puis également parce que les propriétés des matériaux avaient déjà été étudiées et on a pu ainsi dans nos modèles numériques se servir de ces caractérisations. Donc je vous présente ici les fonctions de perméabilité et les courbes de rétention en eau des différents matériaux. Donc on voit les matériaux constituant le recouvrement comme le sable et gravier, le silt, les résidus lorraines également, ainsi que les matériaux qui constituent la digue et le drain. Ce qui est important à noter, c'est la différence de conductivité hydraulique saturée entre le silt, qui joue le rôle de couche de rétention d'eau, et le sable, qui joue le rôle de bris capillaire. On observe ici un écart de 3 ordres de grandeur, ce qui est un bon gage de mise en place des effets de barrière capillaire. Donc, la simulation numérique hydrogéologique, quelle méthodologie n'avons suivi? Donc, on s'est servi du logiciel SIPW qui appartient à la suite GeoSlope. C'est un logiciel qui permet de simuler le comportement hydrogéologique, puis il a été utilisé avec succès dans des études antérieures. Donc, on a construit le modèle, vous voyez ici la géométrie en 2D du modèle numérique. Au départ, on souhaitait modéliser tout le transect nord-sud, mais pour des raisons de temps de calcul et de lourdeur, dans le fond, des calculs numériques, on s'est concentré principalement sur la zone au sud du site qui est la plus problématique. C'est là où la nappe phréatique est la plus basse et où donc la CEBC doit vraiment exercer son rôle pour empêcher la migration de l'oxygène. Donc on a modélisé ici un transect de 120 mètres, avec une épaisseur d'environ 4 mètres de résidus, puis le recouvrement. Puis on a également donc modélisé la partie avec la digue et le drain qui s'écoule vers le ruisseau Creek qui est situé ici au sud du site. Donc après avoir défini notre géométrie du modèle numérique, nous avons défini les conditions aux frontières et les conditions initiales à appliquer donc sur le modèle. Donc, comme condition aux frontières, on a appliqué une condition à la base, qui est une condition d'imperméabilité, qui correspond au socle rocheux sur lesquels reposent les résidus. Ensuite, on a appliqué une charge hydraulique de 0 mètre ici, qui correspond au drain, donc ainsi l'eau peut s'écouler vers le ruisseau. Au nord de notre modèle, on a appliqué un gradient unitaire ici sur les 10 cm sous la surface. Ça correspond à la position de la nappe qui a été mesurée sur le terrain. Donc c'est vraiment pour modéliser qu'à partir du centre du site Lorraine, la nappe phréatique est vraiment plus haute, voire affleurante tout au nord du site. Puis pour les conditions en surface, nous avons appliqué en régime permanent un taux de précipitation constant. On cherchait à obtenir des conditions initiales réaliste après la fonte des neiges, donc au printemps. On souhaitait que notre modèle y soit saturé, que le recouvrement, dans le fond, soit saturé en eau pour représenter donc des conditions d'après fonte des neiges. Donc on a appliqué ce taux de précipitation constant. Puis après, en régime transitoire, on a pu appliquer donc des conditions de surface qui sont variables en fonction du temps.
Et on a appliqué la condition LCI qui est disponible avec CIPW, c'est la Land Climate Interaction, qui nous permet d'appliquer des conditions, des paramètres climatiques et des méthodes de calcul pour l'évapotranspiration. Donc plus en détail, la LCI, ça permet d'appliquer des variations journalières de température, de précipitation, de vitesse du vent, d'humidité relative. Également, on peut appliquer le rayonnement solaire, donc avec CIPW, on peut l'estimer en fonction de la latitude du site. On peut appliquer également des données par rapport à l'albédo. Donc nous avons choisi, nous, un albédo qui est égal à 0,2, qui correspond à un sol rocheux avec faible végétation. Puis, pour la méthode de calcul de l'évapotranspiration, nous avons choisi la méthode Penman-Wilson, qui est basée sur des conditions climatiques pour un sol non végété. Donc, pour la sélection des données climatiques, comment avons-nous choisi ces données? Donc, pour le climat historique, on a cherché des stations météo d'Environnement Canada qui étaient proches du site. Celles qui nous fournissaient les données les plus complètes étaient situées à Earlton, en Ontario, donc qui est environ à 90 km au nord-ouest du site. Ça nous permettait d'avoir, sur une période de 3 ans, 2001 à 2003, des données complètes de température, précipitation, humidité relative et vitesse du vent. Donc je vous présente ici l'évolution de la température entre 2001 et 2003, puis l'évolution des précipitations. Pour le choix des données climatiques futures, on a travaillé donc avec Émilie Bresson, qui est une spécialiste en sciences du climat au consortium Ouranos, qui nous a fourni donc des scénarios de changement climatique, des scénarios donc futurs. Pour cela, elle travaillait avec des modèles climatiques. Donc les modèles climatiques régionaux ou globaux sont définis par des instituts qui existent partout dans le monde. En fait, il en existe plusieurs qui définissent ces modèles. Puis, ils fournissent donc des données disponibles, soit à l'échelle régionale ou à l'échelle plus globale. C'est la précision du modèle qui différencie ces deux types de modèles. Avec ces modèles climatiques, on a appliqué des RCP. Ça, c'est des scénarios de concentration de gaz à effet de serre qui vont dépendre, dans le fond, de l'activité humaine, de la démographie. Donc, nous, on a choisi 2 types de RCP. Le RCP 4.5, que vous voyez ici en rouge, qui est un scénario plutôt optimiste où nous allons réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2100. Puis on a choisi également le scénario 8.5 qui lui est un scénario business as usual, donc on continue de produire autant de gaz à effet de serre, ça prend en compte l'augmentation de la démographie puis l'augmentation des activités humaines. Après des étapes de mise à l'échelle et de post-traitement, on obtient ainsi des scénarios climatiques. Donc on peut représenter dans le fond les changements relatifs ici de température et de précipitation que prédisent dans le fond ces modèles climatiques. Donc je vous présente juste après celui pour Lorraine. Donc dans le fond, Émilie Bresson a pu travailler avec 9 modèles climatiques qui étaient disponibles pour le site Lorraine. Ces modèles-là présentaient toutes les données nécessaires dont nous avions besoin pour les modélisations. Elle a appliqué des scénarios, donc comme je disais, RCP 4.5 et 8.5. Puis, on a pu obtenir ainsi 18 modèles. Donc, dans le diagramme de dispersion, on a ici les 18 possibilités d'évolution du climat pour le site Lorraine. Par manque de temps, on n'a pas pu simuler ces 18 modèles climatiques. Donc, nous avons décidé d'en choisir 3 représentatifs, dans le fond, de la variabilité qui existe pour le site Lorraine. Donc, on a choisi un modèle, ici, le MIROC, qui est le modèle qui prévoit une augmentation importante de température, soit 10 degrés d'augmentation d'ici 2100, mais également une forte augmentation de précipitations. On a ici 50% de précipitations en plus qui sont prévues pour 2100. On a choisi un modèle médian, le modèle GFDL, qui lui prédit donc une augmentation d'environ 5 degrés au niveau de la température et une augmentation de 27% des précipitations d'ici 2100. Puis le dernier modèle que nous avons choisi, c'est le modèle qu'on considère comme pessimiste pour une CEBC, parce qu'il prévoit une forte augmentation de température, 7 degrés, et une très faible augmentation de précipitation, moins de 1%. Donc vous voyez ici à droite l'évolution
de la température et les prédictions pour la précipitation. Donc en gris, c'est le climat historique. On voit que les scénarios de changement climatique prévoient donc une température supérieure d'ici 2100. Puis au niveau des précipitations, selon les modèles, on a plus ou moins de précipitations également prévues. Pour la sélection des conditions extrêmes de sécheresse, on a utilisé deux méthodes. Donc, il y avait une méthode qui avait été précédemment utilisée donc dans des travaux antérieurs qui prévoyait 2 mois sans précipitation après la fonte des neiges. Donc, ces 2 mois sans précipitation, ça avait été choisi de façon plutôt arbitraire en considérant que c'était des conditions extrêmes, représentatives, dans le fond, d'une sécheresse extrême. Donc on a appliqué cette première méthode et on a également développé une approche préliminaire un peu plus rigoureuse basée sur des indices de sécheresse qui existent dans le domaine agricole. Donc pour dans le fond, obtenir les informations sur les sécheresses, on a suivi 3 étapes. D'abord, on a sélectionné les périodes avec les températures supérieures à 5 degrés. Donc ici, vous voyez, pour éviter les périodes de gel, on estime qu'on prend juste les périodes où la température est supérieure à 5 degrés. Dans ces périodes, on regarde le nombre de jours successifs avec des précipitations inférieures à 1 mm. Donc par exemple ici, sur les 2 mois qu'on aurait pu sélectionner, on regarde les précipitations inférieures à 1 mm, puis on obtient notre durée de sécheresse. Puis on a aussi développé comme un indice qui permet d'avoir l'état de la situation avant la sécheresse. C'est ce qu'on a appelé le CPBD, le cumul des précipitations avant sécheresse. Ça nous donne une idée de la saturation ou une idée de quel était le taux de précipitation avant la sécheresse. Parce qu'un recouvrement qui subit une sécheresse ne subira pas la sécheresse de la même manière s'il avait plu beaucoup avant ou s'il avait peu plu avant. Donc on a comme fait le cumul des précipitations les 30 jours avant la sécheresse. Donc on a appliqué ces durées de sécheresse-là pour définir, dans le fond, sur le climat historique. On a regardé les données observées entre 1953 et 2018. En suivant les 3 étapes, on a pu déterminer que la sécheresse maximale observée avait duré 42 jours pour le site Lorraine, avec un CPBD, donc un cumul des précipitations avant la sécheresse, de 3 mm. Pour le scénario avec changement climatique, donc on a choisi le pire scénario pour avoir la condition de sécheresse vraiment la plus problématique possible. On a pris le scénario IPSL, on a regardé les données historiques prédites, puis les données futures prédites, et on a vu qu'il y avait une augmentation de 22% au niveau de la durée de la sécheresse et une augmentation de 50% du CPBD. Donc ça nous a permis d'appliquer ces facteurs sur la sécheresse historique observée, et on a ainsi défini que notre sécheresse future durerait 51 jours avec un CPBD de 6 mm. Donc après avoir, dans le fond, défini la géométrie du site, les conditions initiales, les conditions aux frontières et avoir choisi nos scénarios climatiques et nos données climatiques, nous avons réalisé des simulations numériques. Donc on a commencé par valider le modèle avec le climat historique. Je vous présente ici les résultats. Donc je vous présente les résultats pour le niveau piézométrique, donc ici le hydraulic head en fonction du temps entre 2001 et 2003. Donc on a des simulations ici qui sont représentées par les lignes pointillées et les lignes pleines, et les observations sur le terrain qui sont représentées par les figurés circulaires. Donc nous sommes basés sur le piézomètre qui se trouve ici, le piézomètre PO6, donc qui est proche de notre transect de modélisation. Puis donc ce qu'on observe, c'est que les niveaux piézométriques simulés, ils correspondent à ceux mesurés sur le terrain. On voit que on a des données observées seulement l'été, parce que l'hiver, les données ne sont pas enregistrées sur le terrain. Mais on voit vraiment que le niveau piézométrique est bien représenté. Il correspond à ce qu'on observe sur le terrain. Puis on observe les baisses du niveau piézométrique l'hiver, la remontée au printemps après la fonte des neiges. Quand on regarde le graphique à droite qui représente les niveaux piézométriques simulés versus observés, on observe dans le fond qu'on a un R carré de 0,54 et le root mean square error qui est de 0,16 mètres.
Puis on avait une cible de calibrage fournie par une norme ASTM qui nous autorisait à être plus ou moins 0,24 par rapport aux observations. Puis nous, on est à 0,16. Donc c'est pour cela qu'on considère que notre modèle, il correspond vraiment aux données observées. On a fait le même travail pour les teneurs en eau. Donc en dessous, je vous présente les données simulées versus observées pour les 3 stations de mesure. Donc les 3 stations, mon pointeur, les 3 stations qui sont ici, la station B6, B7 et B8. Donc on observe que les données simulées diffèrent légèrement des données observées, mais on reste dans une erreur qui est de plus ou moins 0,03, ce qui est lié à l'erreur, à la précision de l'appareil de mesure sur le terrain. La sonde sur le terrain a une erreur de plus ou moins 0,03, donc quand on regarde le graphique, ici simulé versus observé, on reste toujours dans cette enveloppe. Donc c'est pour cela qu'on a pu considérer que notre modèle y représentait correctement le comportement hydrogéologique du site Lorraine et qu'on avait un modèle numérique validé. Donc à partir de ce modèle-là, nous avons effectué des simulations avec les 3 scénarios de changement climatique que je vous ai présentés précédemment. Donc je vous présente les résultats des simulations. Donc le niveau piézométrique ici en fonction du temps. Donc en gris, vous avez le niveau piézométrique simulé avec le climat historique. Puis en bleu, vert et orange, les niveaux piézométriques avec les scénarios de changement climatique. Ce qu'on observe, en moyenne, les niveaux piézométriques avec changement climatique vont être plus bas que le niveau piézométrique historique. Avec le scénario IPSL, je vous le rappelle, qui est le scénario le plus pessimiste, on a observé une différence de 14 cm, donc un niveau piézométrique 14 cm plus bas que le niveau historique, avec le climat historique. Ce qu'on observe également, ça c'est intéressant à observer, c'est qu'avec les scénarios de changement climatique, les niveaux piézométriques ils vont remonter un petit peu plus tôt au printemps. On voit qu'il y a un décalage observé avec les scénarios de changement climatique par rapport à la ligne grise ici avec le climat historique. Puis ça représente les hivers qui vont être plus courts avec les changements climatiques. La fonte des neiges va arriver plus tôt. Au niveau des teneurs en eau, donc des stations B6, B7 et B8, j'ai oublié de vous le préciser tantôt, c'est les teneurs en eau qui sont simulées dans la couche de rétention d'eau, dans la couche de silt. Et on a comme critère que ça reste à 85% de saturation, donc à 0,30 au niveau de la teneur en eau. Ce qu'on observe avec les changements climatiques, c'est des variations très faibles. Dans le fond, ça ne varie pas beaucoup par rapport au climat historique. On reste en dessous d'une différence de 0,02 au niveau de la teneur en eau. Puis, en particulier pour les stations B6 et B7 qui sont simulées ici en haut, on reste proche de la saturation, on reste à saturation quasiment tout le temps. Puis au niveau de la station B8 qui est plus proche de la digue, là où la nappe phréatique est plus basse, là on descend avec des saturations plus basses, mais on reste toujours au-dessus du 85%. Donc ainsi, malgré une baisse du niveau phréatique, on observe que la couche de rétention d'eau, elle reste saturée, que les effets de barrière capillaire sont conservés. Ça pourrait être lié justement à l'augmentation des précipitations. Donc même si le niveau phréatique baisse, il y a suffisamment de précipitations pour garder la couche de rétention en eau saturée. Nous avons ensuite donc simulé des conditions extrêmes de sécheresse. Donc les premiers résultats au niveau de la sécheresse que je vous présente, c'est la comparaison entre l'ancienne méthode qui prévoyait donc 2 mois sans précipitation versus la nouvelle approche qui donc indique ici pour le climat historique une sécheresse de 41 jours avec un CPBD de 3 mm. Ce qu'on observe au niveau du niveau phréatique, c'est que l'ancienne méthode est plus conservatrice. On a en fait une simulation qui prévoit des niveaux phréatiques plus bas avec cette méthode qu'avec la nouvelle méthode. Et au niveau des teneurs en eau, donc on voit aussi une baisse de la teneur en eau, mais si on regarde l'échelle, on reste à moins de 0,01. Donc ça ne change pas beaucoup, même avec des sécheresses. Ce qu'on remarque également, et ce qui est intéressant, c'est le fait que les 2 paramètres, ici le niveau piézométrique et les teneurs en eau, ils rejoignent le niveau de référence ici représenté par le climat historique sans sécheresse.
Après la sécheresse, dans le fond, le niveau piézométrique il va remonter à ce niveau-là. Et pareil pour les teneurs en eau, on retourne à une saturation même après une sécheresse de 2 mois. Ça témoigne de la capacité de récupération du recouvrement à revenir à un état saturé malgré une sécheresse de 2 mois ou une sécheresse avec 42 jours ici de précipitations inférieures à 1 mm. Donc là, c'était la sécheresse appliquée pour le climat historique, mais on a fait le même travail sur les scénarios futurs de changement climatique. Je vous présente ici seulement le résultat pour le scénario IPSL, qui est donc le plus pessimiste pour la CEBC. Ce qu'on observe donc en jaune pointillé, c'est la sécheresse simulée avec la nouvelle approche, tandis que la ligne orange, c'est le niveau piézométrique simulé avec seulement le scénario de changement climatique. Il n'y a pas de sécheresse appliquée. On observe que le niveau piézométrique il va être plus bas, donc avec un épisode de sécheresse. Et en particulier, on a un écart ici d'environ 60 cm qui a été simulé pour le mois de juin 2099. Au niveau des teneurs en eau, pas de variation vraiment marquante. On reste encore proche de la saturation avec une faible variation entre la simulation sans sécheresse et avec sécheresse. Et la même observation est faite, les deux paramètres rejoignent les niveaux de référence après la sécheresse. Donc ainsi, on conclut que malgré une baisse ici significative du recouvrement, la couche de rétention en eau, elle reste saturée, ce qui témoigne que les effets de barrière capillaire sont bien développés dans la CEBC du site Lorraine. Donc pour conclure, ce sera suivi de quelques recommandations. Donc, on peut conclure, grâce à ces modélisations, que le comportement hydrogéologique, donc la modélisation du comportement hydrogéologique, elle est efficace pour évaluer la performance à long terme de la CEBC du site Lorraine. Malgré des scénarios de changement climatique et des conditions de sécheresse, on a observé donc que le niveau phréatique était plus bas, mais les teneurs en eau dans la couche de rétention d'eau restent proches de la saturation. On a toujours le critère cible qui a été respecté, donc le degré de saturation supérieur à 85%. Donc on peut vraiment conclure que le design de la CEBC du site Lorraine, il est robuste face au changement climatique, face aux conditions extrêmes d'ici 2100. C'est lié au fait que les effets de barrière capillaire sont bien développés donc, dans ce recouvrement. Au niveau des recommandations, on conseille de tenir compte régulièrement de la mise à jour des modèles climatiques. En effet, là, on a eu accès à des modèles qui nous donnaient des prévisions jusque 2100. Mais c'est une science qui évolue rapidement, il faut se tenir à jour. Il pourrait y avoir des modèles prochainement qui tiennent compte d'une plus longue durée. Également, il faudrait prendre en compte les effets de la végétation et de son évolution avec les changements climatiques. Ils peuvent avoir un effet assez important sur la performance des recouvrements sur le long terme. Puis, on conseille également de suivre le guide qui est sorti très récemment, là, au mois de février, sur les bonnes pratiques en restauration minière dans un contexte de changement climatique. Ça a été développé donc, par le MELCC, il est disponible sur leur site internet. Donc, je vous remercie, puis je tiens à remercier encore une fois donc, mes co-auteurs, les co-auteurs de l'article, également le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui a pu nous donner accès au site et aux données sur le site Lorraine, puis également le FRQNT qui a financé ces travaux. Merci à tous et je suis disponible pour des questions. Merci beaucoup, Gwendoline. Donc, comme mentionné, nous allons pouvoir passer maintenant à la période de questions. Je vous invite à utiliser l'outil de questions-réponses en bas de votre écran. Donc, une première question. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, comment réduire l'impact des changements climatiques sur une CEBC déjà mise en place? C'est une bonne question. Si la CEBC a déjà été mise en place, dans le fond, plusieurs choses peuvent être faites, mais le recouvrement pourrait être modifié si vraiment on se rend compte que ce n'est pas le bon design qui a été mis en place. On pourrait justement faire des modélisations pour voir si, en changeant l'épaisseur des matériaux, ça pourrait réduire l'impact des changements climatiques, ou sinon en changeant de matériaux. Il y a plusieurs possibilités, soit le type de matériau, soit l'épaisseur des couches, mais ça va engendrer des coûts, puis ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment simuler en avance, puis si on est capable de prendre
l'impact des changements climatiques en amont, ce serait la meilleure méthode. Merci. Donc, on poursuit. Est-ce que la végétation pourrait affecter la performance des CEBC et comment elle l'influence? Oui, c'est une bonne question. Ça, c'est sûr, la végétation, je le mentionnais en recommandation, ça va être à suivre sur le long terme. Plusieurs travaux déjà effectués sur le site Lorraine par Alex Proto qui démontrent que la végétation peut influencer. Ça peut être des impacts qui peuvent être positifs comme négatifs. Donc ça, c'est vraiment à étudier. Puis c'est du cas par cas aussi, selon le type de végétation, selon le type de matériaux, l'épaisseur des couches. Au niveau des impacts positifs, la végétation vient consommer l'oxygène. Donc souvent, c'est ce qu'on recherche, c'est diminuer le flux d'oxygène vers les résidus réactifs. Donc si la végétation participe à ce processus, c'est un point positif. Au contraire, les points négatifs de la végétation, ça va créer des chemins. Les racines, par exemple, peuvent créer des pores. Quand les racines sont mortes aussi, ça peut créer des chemins préférentiels pour l'oxygène ou pour l'eau. Donc, va falloir étudier l'impact de façon plus approfondie dans le fond de la végétation. Parfait. Donc, allons-y pour une autre question. Quelles sont les principales limites des modélisations numériques? Que pourrait-on faire pour augmenter leur précision? Oui, les modélisations numériques, faut faire attention parce que c'est toujours les données que nous rentrons qui donnent les résultats des modélisations. Donc, si on ne considère pas les bonnes propriétés des matériaux, les conditions aux frontières, si elles ne sont pas suffisamment réalistes, on va avoir des résultats qui pourront ne pas être représentatifs du terrain. Par exemple, dans notre cas, on avait simulé des matériaux homogènes. Ça, c'est une limite des modèles. Souvent, c'est compliqué de modéliser l'hétérogénéité des matériaux. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être amélioré, à voir avec les développeurs, si on est capable de prendre en compte plus facilement ce genre de problématiques. Les conditions aux frontières également, si on étudie mal l'hydrogéologie du site, le fait qu'il peut y avoir des sources d'eau proches, ça va justement modifier les conditions aux frontières. Donc ça, c'est des limites. C'est sûr que la modélisation numérique ne représente pas la réalité à 100%. Il faut toujours garder en tête cet esprit critique de qu'est-ce que j'ai rentré, qu'est-ce qui sort, est-ce que c'est logique, puis est-ce que ça fait du sens au niveau physique. Merci beaucoup. Donc, il n'y a plus de questions pour l'instant. Donc, on va terminer la période des questions à ce moment-ci. Cependant, pour toute question supplémentaire, vous pouvez les faire parvenir par courriel à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Un suivi sera fait dans les meilleurs délais. L'enregistrement sera également envoyé à l'ensemble des personnes inscrites et disponible sur le site Web des webinaires. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus, il est possible de vous procurer dès maintenant l'ouvrage dont fait l'objet les webinaires Mines et Environnement, édité par les professeurs Guitoni et Bussière. Vous trouverez l'adresse du lien dans le clavardage. Je vous remercie de votre participation à ce 14e webinaire. Merci également à Gwendoline Hotton pour sa présentation et félicitations encore pour votre prix. Donc, au plaisir de vous retrouver cet automne pour la suite des webinaires Mines et Environnement. Donc, restez à l'affût. Au plaisir. L'Institut de recherche en mines et en environnement, renommé sur la scène internationale, présente le premier MOOC sur les mines et les changements climatiques. C'est une nouvelle formation en ligne gratuite et à la portée du grand public. Inscrivez-vous dès maintenant.